Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Demain c'est mon anniversaire, mais c'est moi j'ai fait le choix de vous offrir un cadeau. Un cadeau si précieux que je vous demande de consacrer quelques minutes de votre temps pour suivre ce direct de bout en bout, pour aider à notre bonne compréhension de notre situation. Parce que ce qui complique tout ce que nous traversons comme situation, c'est la mauvaise compréhension de beaucoup de personnes. La perfidie même n'est pas comprise. Et pour pouvoir vous aider à comprendre aujourd'hui ensemble, on va écouter un audio qui fait 8 minutes et l'analyser progressivement. Cet audio est une interview de l'ex-ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand, qui s'exprimait sur notre situation. Même si aujourd'hui il est dans une dynamique totalement différente de ce qu'il racontait à l'époque d'IBK, ça doit nous enseigner beaucoup de choses et je vais commenter progressivement l'audio jusqu'à la fin. Écoutez le début. Nicolas Normand, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la France a manqué l'occasion, en 2013, de neutraliser, de désarmer tous les groupes armés du Nord Mali? Pourquoi dites-vous qu'elle a ajouté du désordre au désordre? Effectivement, je suis assez critique sur cette opération. Sur le principe, l'opération Serval de janvier 2013 était une excellente opération, c'est-à-dire il fallait empêcher les différents groupes djihadistes réunis de déferler vers le sud, éventuellement vers Bamako. Le problème, c'est que la France a cru ensuite distinguer des bons et des mauvais groupes armés. Certains qui étaient perçus comme politiques et d'autres qui étaient perçus comme terroristes. Et l'armée française est allée rechercher ce groupe, c'était le MNLA à l'époque, ces séparatistes Touaregs, d'une tribu particulière qui était minoritaire au sein même des Touaregs, les Iforas. Et ce groupe, on est allé le chercher et on lui a donné la ville de Kidal. Et ensuite, ultérieurement, il y a eu les accords d'Alger. Voilà. Cette première partie déjà nous enseigne beaucoup de choses. C'est un ex-ambassadeur français qui l'affirme sur une radio de propagande française qui est la radio RFI. Il affirme à très haute voix que la France a ajouté du désordre au nord du Mali. Ça, si c'était nous, les Sahéliens, qui le disaient, les mêmes personnes vont dire que nous sommes en train de faire la propagande pro-russe et que nous sommes en train d'œuvrer contre la France. Alors que nous sommes juste en train d'analyser la situation, nous sommes en train de dire ce qui est vrai pour le bien de nos propres populations. Et puis encore plus loin, dans cette même partie de son intervention, il dit quelque chose d'intéressant. Lui, en tant qu'ambassadeur de France, reconnaît ouvertement que la France est allée chercher des membres d'une tribu, les Ifogas, pour venir leur donner Kidal. Et que la France, dans son intervention, a estimé qu'il y avait des bons et des mauvais islamistes. Tout ça, ça enseigne beaucoup de choses. Ça confirme, ça corrobore tout ce que nous avons toujours dénoncé. Que la France avait un parti pris dans cette affaire. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Et lui-même, il affirme encore dans son intervention que ces Ifogas que la France est allée chercher sont une minorité d'une minorité. C'est extrêmement grave comme révélation. Il a fait cette révélation sur IBK, qui était soi-disant un président démocratiquement élu. On va continuer, on va analyser ça de bout en bout pour pouvoir comprendre les enjeux, les implications et tout ce qui est dit. Qui mettent sur une sorte de piédestal ces séparatistes à égalité en quelque sorte avec l'État. Alors ça, c'est une erreur importante. Alors, vous constatez comme tout le monde que l'accord d'Alger de 2015 n'est pas appliqué, notamment au niveau du désarmement. Et vous dites que les groupes Touareg Iforas, qui contrôlent la ville de Kidal notamment, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas appliqué, ont intérêt au statu quo, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les zones qu'ils contrôlent, eh bien, l'année dernière, ils ont fait voter massivement pour la reconduction du président IBK. Alors effectivement, les groupes ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger ne sont pas mécontents des lenteurs de l'application de l'accord d'Alger. Ça, c'est une révélation d'une extrême gravité. Je ne sais pas si vous avez capté, mais c'est une révélation d'une extrême gravité. Il affirme ouvertement que les Ifogas, ceux-là même ne représentent pas tous les Ifogas, qu'ils sont allés chercher eux
la France pour venir leur confier Kidal, qui représente une minorité d'une minorité, ne voulait même pas que les accords d'Alger soient appliqués. Et que tellement Ibeka faisait leur affaire, les communautés, sous la coupe de ces gens, ont voté massivement pour que Ibeka soit reconduit. Ça, c'est un signal. Vous signez des accords de paix et vous êtes en faveur de la non-application de ces accords de paix. Et Ibeka, qui était le politicien censé être démocratiquement élu, mais vous jouez votre jeu, ne fait pas appliquer ces accords et vous êtes tellement content que vous votez pour lui pour cette raison. Ça doit vous enseigner quoi? Qu'est-ce que ça doit vous enseigner? Écoutons la suite. Le problème de cet accord, si vous voulez, c'est qu'il est un peu signé avec des seconds couteaux quand même, c'est-à-dire des séparatistes et des groupes, curieusement, anti-séparatistes pro-Bamako, qui sont quand même des groupes armés. En fait, c'était des rivalités inter-Touareg au départ, entre les Iforas nobles et le tiers-état Touareg qu'on appelle les Imrad. Les Imrad, ce tiers-état, étaient pro-Bamako pour résister au pouvoir féodal de la noblesse Iforas, qui elle était séparatiste en bonne partie pour pouvoir résister elle-même à la démocratisation, au pouvoir du nom. Ça, c'est la partie la plus intéressante. La France de liberté. Le pays qui veut faire croire au monde entier que c'est pour la démocratie et les libertés qu'elle est en train de se battre. Par chercher un groupe qui ne représente même pas l'ensemble des Ifokas, un groupe qui est une minorité d'une minorité, pour venir leur confier une ville du nord du Mali. Et les mettre sur un piédestal, selon lui-même ses propres expressions, sur le même pied d'égalité que l'État malien. Et cette France sait pertinemment, parce que c'est à travers la voix d'un de ses ex-ambassadeurs que les choses sont dites, sur une de ses radios à elle. Pas une radio qu'elle peut accuser de propagande russe ou autre, non. C'est une de ses propres radios, l'une de ses propres voix, quelqu'un qui est devenu un activiste pour la politique française actuellement. C'est lui qui le dit, que ces gens-là, ces Ifogas, voulaient en fait l'autodétermination. Ils voulaient, pas l'autodétermination, ils voulaient la sécession, parce qu'ils avaient peur de la démocratie. Parce qu'ils ont longtemps brimé les Imrad, qui forment la majorité des Touaregs au nord du Mali. Et c'est pour cette raison qu'ils étaient contre la démocratie. Et ce sont ceux qui sont contre la démocratie, parce qu'ils sont en sous-nombre. Ce sont eux que la France a décidé de soutenir et de les amener au sein de Gao, au sein de Kidal, pour leur confier la ville de Kidal. Ça doit nous faire réfléchir. Et pire encore, les leaders de ce narcoterrorisme-là ont fait la proclamation de l'indépendance de leur soi-disant État, comment dirais-je, fictif, depuis Paris, sur une chaîne de télévision française. Et il y a un paramètre important. Le même Iyad Aghali, qui est aussi dans le groupe soi-disant islamiste là, il appartient à la même noblesse Ifokas. Le même lot de quelques Ifokas perdus, c'est pas tous les Ifokas, de quelques Ifokas perdus, qui veulent coûte que coûte, pour leur privilège, dominer les autres populations du nord du Mali. Écoutons la suite. Nombre et au pouvoir de l'égalité de statut entre les nobles et le tiers-état. Donc je pense que la rébellion Touareg était avant tout une défense de privilèges féodaux d'une minorité de Touareg dans la région de Kidal. Le problème de l'accord d'Alger, c'est qu'on a donné un statut fort, avantageux et toutes sortes d'avantages matériels aux signataires. Actuellement, ils sont payés pour participer à des comités de gestion. Il n'y a pas d'élection et il n'y a pas de désarmement immédiat. Alors, vous avez écouté attentivement? Est-ce que vous avez écouté attentivement? Il reconnaît ouvertement que ces narcoterroristes qui se disent séparatistes ne représentent pas les communautés qui vivent au nord du Mali, ne représentent même pas les Touaregs. C'est une minorité qui veulent mener une lutte féodale de domination des autres peuples du nord du Mali. Ce sont eux qui ont eu l'idée de créer tout ce désordre. Et Iyad Aghali appartient à cette minorité qui a, depuis 90 et avant 90, essayé de différentes façons de trouver un moyen de court-circuiter la voie de la majorité des populations qui forment le nord du Mali. Écoutons la suite.
Le fait qu'ils puissent garder leurs armes jusqu'à la fin du processus, et ils sont toujours pas désarmés pour l'essentiel. Ça a créé une sorte d'instabilité dans la région, parce que les groupes majoritaires non-touaregs se sont sentis un peu menacés, donc tout le monde s'est armé, il y a une tribalisation armée qui s'est produite au Nord Mali. D'autre part, ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire la majorité des communautés locales, ont bien vu qu'il y avait des privilèges donnés à ceux qui avaient pris les armes, et donc ça a suscité aussi des troubles. Ils se sont dit, pour avoir des avantages, il faut prendre les armes. Voilà une partie très intéressante. Même si son analyse est un peu erronée, parce que je vais vous détailler un peu ce qui s'est passé comme manipulation pour qu'on en soit là. Il affirme à haute voix sur une radio française, lui-même qui fut ambassadeur de la République de France au Mali, qu'en réalité, le fait de n'avoir pas désarmé les narcoterroristes à qui la France avait accepté de donner la ville de Kidal, ça a aggravé l'instabilité. Et ça a amené des communautés qui n'étaient pas armées avant à s'armer pour pouvoir se protéger. Et dans les têtes des gens, vu que sous Ibeka, qui est un régime démocratique, ces narcoterroristes et ces bandits armés avaient des privilèges. Donc il y a des gens à la recherche du gain facile, de l'appât du gain facile, avaient commencé à se dire que mais si des gens s'arment pour pouvoir avoir accès à des avantages, pourquoi ils ne vont pas s'armer? Mais c'est comme ça qu'il explique le fait que certaines personnes sont armées, mais pourtant ce n'est pas le cas. Lui-même, il a précisé que les quelques IFOGAS, ce n'est pas tous les IFOGAS, je vais encore le répéter, qui ont opté avec la complicité de la France pour la création d'un État fictif au nord du Mali, ont toujours compris que, vu leur nombre, ils ne peuvent même pas faire face seuls aux Émirats. N'en parlons pas face aux autres communautés qui sont les Songhai, les Peuls, les Soninké, les Dogons et autres. Donc il fallait créer des conditions pour nous mettre en conflit. C'est ce que je vous ai dit toujours. Donc c'est pour cette raison que quelques leaders de cette communauté IFOGAS sont allés créer les MNLA. Et d'autres leaders de cette même communauté IFOGAS sont allés diriger la branche d'Al-Qaïda. Tel que Iyad. Je vous ai toujours dit ça. C'est la même cause, c'est le même combat. Mais ils sont en train de se jouer avec nous. Comme en termes de nombre, ils ne peuvent pas atteindre l'objectif de défendre leurs intérêts et de régner sur les communautés qui sont majoritaires, notamment les Peuls, les Songhai, les Dogons, les Soninké et autres, ainsi que les Émirats. Ils ont essayé de créer un conflit entre les communautés. Et ce conflit avait deux têtes. La première tête, c'était le recrutement de membres de la communauté Songhai au sein du MNLA. C'était pour ça qu'à l'époque, les MNLA, dirigés toujours par les mêmes quelques IFOGAS qui veulent se battre pour leurs intérêts, selon les expressions de ce même ex-ambassadeur français, ont recruté le nommé Mamadou Diéry Maïga comme vice-président. Et Mamadou Diéry Maïga, je vais le préciser, était un Songhai de la communauté Songhai. Ils espéraient capter la jeunesse Songhai dans leur dynamique séparatiste. Au niveau des terroristes, des narcoterroristes, branches du narcoterrorisme, qui se disent islamistes, ils sont allés recruter les Koufa et autres pour pouvoir capter la jeunesse de la communauté Peul. Chez les Songhai, ça a complètement échoué. Parce que personne n'a suivi la dynamique. Quand Mamadou Diéry Maïga est mort, la preuve en est qu'ils n'ont même pas pu avoir un remplaçant pour lui dans leur mouvement. Parce que les communautés Songhai ont bien compris les enjeux. Les gens ont joué sur plusieurs sortes de divisions, de frustrations, pour pouvoir recruter davantage de personnes dans la communauté Peul pour le compte du groupe de Iyad. Mais Iyad n'est pas djihadiste. Iyad ne défend aucune religion. Il est dans la même lutte que ses frères du MNLA et des autres mouvements séparatistes, narco-séparatistes, qui visent à faire de cet espace un état de non-droit. Et la France et l'Algérie les soutiennent. L'Algérie pour des raisons et des considérations purement raciales, et la France pour des raisons purement économiques. Ça, c'est très important à savoir. C'est pour ça que je voulais que vous preniez votre temps pour analyser profondément tout ce qui est dit. Poursuivons.
En plus, l'aboutissement de l'accord, c'est le désarmement et ce sont des élections. Et cette noblesse iforas minoritaire n'a pas intérêt à des élections parce qu'à ce moment-là, elle serait sans doute balayée par la majorité non iforas. D'où la question, comment préserver les privilèges de la chefferie des iforas dans un système démocratique et... Vous voyez, il reconnaît explicitement que ces narcoterroristes qui sont allés pour dire qu'ils voulaient la paix et un accord ne voulaient pas du tout qu'il y ait des élections. Parce que les élections, ça sous-entend que la majorité, les non-iforas, notamment les Imrad, nos cousins, ainsi que les Keltamash, ainsi que les Songoï, les Peuls et autres qui forment la véritable majorité, la véritable voix de cette région, vont, à l'issue de la vérité des urnes, reprendre le contrôle de la région et ils vont rentrer dans leurs droits. Et ça n'arrange pas les quelques narcoterroristes qui savent explicitement qu'ils sont une minorité. Parce que si on doit transiter vers le désarmement et les élections, pour eux, c'est un inconvénient. Donc, vous avez vu un peu l'enjeu. Ça, ils avaient cette clairvoyance. Sous un régime soi-disant démocratique, le régime de Ibeka. Mais aujourd'hui, ce sont les gens, les mêmes personnes qui nient la même situation, qui nient la même chose quand nous la dénonçons. Et le journaliste part plus loin en soulevant des questions de conservation des privilèges de cette minorité qui se dit noblesse sur la majorité de ceux qui vivent sur cette terre, notamment les Peuls, les Songoï, les Bozo et autres. Réfléchissez profondément. Des gens réfléchissent sur comment est-ce qu'on va leur donner l'ascendant sur la majorité et sur les vrais propriétaires de cette terre, qui sont les Émirats, les Sonrai, les Soninké et autres. Continuons. Alors, je pense qu'il y a une pression très forte de la base des groupes armés pour appliquer quand même l'accord d'Alger, parce que ce sont les chefs qui bénéficient de ces privilèges. La base, eux, ils espèrent être intégrés dans l'armée ou dans l'administration. Donc, ils vont passer du statut de combattant sans emploi en pratique, aujourd'hui surtout, à un emploi fixe et rémunéré par l'État. Donc, idéalement, étant donné que pour l'instant, ces iforas se sont crispés sur leurs privilèges, il faudrait qu'ils négocient eux-mêmes avec leurs tiers États, c'est-à-dire avec les Imrad, les tributaires Touareg, pour partager le pouvoir à Kidal. À Kidal, les iforas sont minoritaires et ils ont tout le pouvoir actuellement. Et vous dites qu'il y a un exemple réussi, c'est au Ghana. Oui, c'est-à-dire qu'au Ghana, si vous voulez, de façon plus générale, c'est un peu le problème de la transition entre les pouvoirs traditionnels et la démocratisation. Au Ghana, c'est un exemple de réussite où les chefs traditionnels ont gardé certains pouvoirs locaux, fonciers, juridiques. Alors on peut s'inspirer de ça, c'est tout à fait possible. Et vous écrivez que la stratégie actuelle de la France et de l'Europe, c'est-à-dire faire converger au Normali l'action militaire et le développement, eh bien ça ne suffit pas. Vous avez bien entendu. En fait, c'est plus que de la foutaise. C'est le fait de se foutre de l'ensemble des autres communautés qui vivent dans cette bande-là, qui vivent sur cette terre. Ils ne pensent même pas à quoi faire pour que les peuples qui vivent sur leur terre dans ces zones, sur le centre de l'empire et l'ancien empire du Massina, puissent rentrer dans leurs droits et vivre librement sur eux. Non. Des peuples même qu'ils ont essayé de monter contre les autres communautés en utilisant IAT. Ils n'essayent même pas de trouver des alternatives pour pouvoir vous dire que non, voilà ce qu'on peut faire pour que les Songoï, descendants de l'empire Songoï qui vivent sur cette terre depuis des millénaires, puissent entrer dans leurs droits. Des Songoï qu'ils ont essayé d'utiliser à travers les bandits comme, comment il s'appelle encore, Jerry Meiga, qu'ils avaient utilisé dans leur groupe afin de pouvoir atteindre leurs objectifs de division et de subdivision de la terre. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir donner plus de pouvoir à ceux-mêmes qui le reconnaissent, qui représentent une minorité d'une minorité. Et ce sont des gens qui prônent la démocratie, qui disent ça, comme si les autres communautés n'ont pas de chefferie, comme si les Dogons n'avaient pas de chefferie, comme si les Bambara n'avaient pas de chefferie, comme si les Hausa n'avaient pas de chefferie, comme si les Songoï n'avaient pas de chefferie, comme si les Peuls n'avaient pas de chefferie, comme si les Bissa n'avaient pas de chefferie. Vous voyez un peu toute la perfidie. Poursuivons.
Il faut développer l'État régalien. Vous dites que dans les forces de sécurité maliennes, il n'y a actuellement que 16 000 personnes. Oui, c'est-à-dire, d'une façon globale, si vous voulez, l'approche, elle est simpliste, si vous voulez. On applique toujours la même formule, pas seulement au Mali, mais également en RDC ou en République centrafricaine. Et il y a des troubles, on envoie une sorte de corps expéditionnaire. C'était Serval devenu Barkhane au Mali, c'était Sangaris en Centrafrique. Et ensuite, on fait une élection précipitée du président de la République qui est censé redonner une légitimité au pouvoir. Ouh, cette partie me plaît. Il dénonce l'approche habituelle de la France. Il reconnaît implicitement que c'est l'État même qu'il faut renforcer avant d'avancer. Il dénonce le fait qu'on intervient militairement, on intervient économiquement et que parallèlement à ça, on essaie d'organiser des élections précipitées. Il a bien dit des élections précipitées. Sans que l'État n'ait la force qu'il fallait, sans que les causes profondes de la situation ne soient corrigées. Et on s'attend à ce que les choses se règlent. Non, ça va toujours rester, ça va perdurer, le problème va revenir. Cette partie est très intéressante. Continuons. Et ensuite, on met des casques bleus pour gérer le tout. Et en fait, le tout, c'est un chaos en général. Il faut sortir de cette approche simpliste et comprendre un peu les causes du problème. Les causes du problème, c'est que l'État malien, ou évidemment l'État de Centrafrique, s'est effondré parce que c'est un État très fragile et que finalement l'aide au développement elle-même a contribué à sa fragilité puisqu'elle a contourné l'État en... Ouh, vous voyez? Voilà. C'était sur Ibeka qu'il faisait ces affirmations. Il reconnaît que l'aide au développement même a contribué à fragiliser ces États. Parce que l'aide a contourné le gouvernement. Ça signifie ce que ça signifie. Ce qu'on nous présentait comme aide au développement pour nos nations a contourné le gouvernement de ces nations depuis très longtemps et ça a contribué à fragiliser les États. Continuons. Adressant directement à la population. On n'a pas vu que l'armée s'affaiblissait, était insuffisante pour tenir tête à des groupes armés. On n'a pas vu que la police ne fonctionnait pas bien. On n'a pas vu que la justice ne fonctionnait pas non plus, ne s'appliquait pas dans les zones périphériques et que donc beaucoup de zones étaient une sorte de Far West sans shérif, de friches étatiques, de zones sans contrôle. À ce moment-là, des groupes armés prolifèrent. Tous ces groupes se développent lorsque l'État est faible et ne contrôle plus son territoire. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de traiter militairement et ensuite apporter du développement, ça c'est trop simpliste. Il faut traiter le problème de la fragilité de l'État et de ses services fiscaux, parce que sans fiscalité, évidemment, on ne peut pas payer une armée, une police et une justice. Il reconnaît explicitement qu'il y avait des dysfonctionnements sérieux. Et parmi les dysfonctionnements, il y avait un problème de fonctionnement de la justice et des autres services, notamment la police et autres, et que nos armées ont été affaiblies. Mais il vient d'ignorer que nos armées ont été affaiblies par des politiques du FMI qui forçaient nos États à réorienter tout l'argent qu'on pouvait recevoir de ces institutions de Bretton Woods dans des secteurs précis desquels les armées ont été exclues. Ça, c'est extrêmement grave et c'est important à rappeler. Et il parle aussi de la nécessité de gérer la question de la fiscalité. Mais il oublie de dire que la France est le premier poison à notre fiscalité interne dans l'ensemble de ces pays. Parce qu'elle a signé une histoire de non-double taxation avec l'ensemble de ces pays et que ce sont quasiment les entreprises françaises qui gèrent le plus gros marché sur nos sols, sans payer d'impôts sur nos sols. Donc comment est-ce que nous, on va pouvoir avoir une fiscalité rentable dans ce genre de conditions? Continuons. Et ni une éducation nationale, évidemment. Vous qui avez été ambassadeur de France à Bamako, mais aussi à Dakar, à Brazzaville, vous balayez l'actualité africaine de façon très approfondie dans le grand livre de l'Afrique que vous venez de publier aux éditions Erol. Vous dites à un moment que le facteur ethnique est souvent une construction politique de la part d'entrepreneurs identitaires. Mais... C'est la partie qui me plaît le plus. Lui, il affirme clairement que le facteur ethnique dans ce que nous traversons là, c'est une manipulation de la part d'entrepreneurs identitaires. Ça, c'est important.
Ce sont des entrepreneurs identitaires comme le Newton Amer Barry qui ont leur famille en France depuis 93, qui viennent s'asseoir pour faire ça, croire que ils défendent les peuples. Pour pousser des jeunes peuples à prendre des armes en les faisant croire qu'ils ont une raison légitime de s'en prendre aux autres. Ce sont tous les entrepreneurs et identitaires. Parce que c'est grâce à ça, à cette manipulation, que ces gens réussissent à survivre et à atteindre leurs objectifs et à être utiles pour leurs maîtres. Parmi les entrepreneurs et identitaires, il y a des gens qui, plutôt que de défendre des Burkinabés qui sont victimes d'abus, en tant que Burkinabés, ils les défendent sur la base ethnique. C'est d'eux qu'ils parlent ici. Ce sont des entrepreneurs identitaires. Ils reconnaissaient publiquement qu'il n'y avait pas de problème ethnique. Mais il y avait des entrepreneurs identitaires qui exploitaient toutes les occasions pour pouvoir créer ces frustrations, pour pouvoir créer des divisions. Sinon, dans le fond, il n'y a pas de problème ethnique. Poursuivons. En même temps, vous reconnaissez qu'il existe ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Oui, alors j'essaye de remettre à sa place en quelque sorte le facteur ethnique qu'on a tendance souvent à grossir de la part des analystes en Europe. Même à la limite, le mot ethnie est presque réservé à l'Afrique. Alors... Oh, il a dit deux choses intéressantes. Il a précisé clairement que les analystes, surtout en Europe, ont tendance à grossir le facteur ethnique. Quand RFI parle de Peul, Jeune Afrique, France 24 et autres font ça, ils grossissent ça de façon volontaire. Et lui, il reconnaît encore pire que ce n'est pas le mot ethnique est seulement réservé à l'Afrique, alors que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a des ethnies. Parce qu'il y a plus de 6000 langues dans le monde et moins de 200 pays. Ça veut dire que l'ensemble des nations de ce monde sont des nations multiculturelles. Continuons. Le phénomène du multiculturalisme existe partout, n'est-ce pas? Il y a 6000 langues sur la planète, il y a moins de 200 États. Tous les pays sont multiculturels, en fait. Alors, il y a des tensions qui existent au sein même de notre psychologie. Freud a expliqué qu'on avait des pulsions de violence et que celles-ci pouvaient se focaliser sur des petites différences ethniques, par exemple, culturelles, linguistiques. C'est ce qu'il appelle le narcissisme des petites différences. Mais j'essaye dans mon livre d'analyser plus en profondeur les principales causes de conflits en Afrique et je considère que la cause numéro 1 aujourd'hui en tout cas, c'est la fragilité des États dont je viens de parler. Donc en l'absence d'autorité étatique dans certaines zones, se créent des groupes armés parce que comme Thomas Hobbes l'avait théorisé dès le XVIIe siècle, les gens ont des passions, ils ont aussi des ressentiments, ils ont une avidité économique ou une ambition politique. Il reconnaît explicitement que la principale cause de conflits dans nos zones n'est pas l'ethnie, le facteur ethnique, non. C'est l'absence de l'État dans certaines zones. Il a même évoqué à l'époque le nombre d'éléments au sein des forces armées du Mali. Cette fragilité de l'État, qui est de la responsabilité de ceux qui ont dirigé nos pays durant des décennies. Que c'est ça le problème? Que le problème, c'est pas de vouloir venir intervenir ou bien organiser des élections de façon précipitée ou bien de faire quoi que ce soit de ce genre qui peut résoudre le problème. Il faut renforcer les États. Mais maintenant que nous avons eu des dirigeants qui ont compris cette dynamique, qui veulent prioriser le renforcement de nos États, en associant d'abord 3 pays qui ont le même problème, en mutualisant les efforts de 3 pays qui ont les mêmes problèmes, en accentuant le recrutement de forces de défense et de sécurité et de VDP sur l'ensemble de nos sols afin de pouvoir transformer l'ensemble des zones de notre pays en zones vraiment où l'État de notre pays est présent, les mêmes personnes sortent pour vous dire que c'est une mauvaise idée et qu'il faut aller vers des élections. Des gens qui vous ont dit que des élections précipitées ne peuvent pas nous résoudre le problème, qui nous disaient ça hier, qui vient aujourd'hui pour nous dire qu'il faut organiser des élections. Ça sous-entend clairement qu'ils ne veulent pas de notre bien. Parce que notre problème n'a aucun lien avec les élections. Notre problème est en lien direct avec le fait que nos États soient affaiblis depuis des décennies. Et qu'est-ce qui peut renforcer ces États isolés? D'abord, le fait d'être unis. Le fait d'avoir mis nos forces ensemble. Le fait d'avoir mis de côté les élections pour penser à notre futur. C'est ça le médicament, c'est ça le remède. Pourquoi ceux qui pensaient qu'hier, sous les régimes soi-disant démocratiques, que la solution c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui aujourd'hui, comme nous sommes sur le bon chemin,
ressortent encore pour essayer de vous convaincre que non, c'est la mauvaise voie. Pourquoi ceux qui ont dit que le facteur ethnique n'avait aucun lien avec ce que nous traversons actuellement sortent pour essayer coûte que coûte d'accentuer des divisions ethniques? C'est à chacun d'entre nous de réfléchir sur ça et de partager ces messages au maximum pour montrer qu'on réfléchit. Je suis votre mémoire et je ne vais rien laisser passer. Je vais toujours fouiller et vous rappeler ce qui a été dit hier et ce qui a été fait hier. Finissons maintenant. S'il n'y a pas de barrière, ni étatique par la police et la gendarmerie et la justice, ni culturelle par son propre surmoi en quelque sorte, eh bien à ce moment-là, des conflits s'observent. Il y a aussi les conflits dont je parlais entre castes, n'est-ce pas, entre dominés et dominants, qui sont des conflits d'ordre sociologique. Donc toutes ces causes sont finalement plus importantes que les causes de différences ethniques qui ont toujours existé, qui n'ont pas toujours provoqué des guerres. Et puis il y a des pays comme la Somalie où tout le monde est de la même ethnie, de la même culture, de la même religion, et c'est un pays très instable. Donc on voit bien que l'explication ethnique est tout à fait insuffisante et qu'il faut en chercher d'autres. Nicolas Normand, merci. Voilà, vous avez profondément entendu tout ce qui a été dit. Il conclut avec quelque chose de très intéressant, en donnant même l'exemple de la Somalie où tout le monde est de la même ethnie, de la même religion, mais instable. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs. Il a évoqué la situation entre dominant et dominé. Mais eux-mêmes, ils sont conscients de ça, que cette situation de dominant et dominé, comme ce que quelques Iphoras ont fait subir depuis des siècles à des Émirats et à d'autres populations, qui sont là, qui revoltent, et les gens veulent prendre l'avantage de la démocratie pour faire entendre la voix de la majorité, mais eux-mêmes ont accepté de soutenir cette minorité de la minorité, afin de pouvoir atteindre des objectifs que seuls savent, que seuls connaissent. Parce que pour eux, il y a l'intérêt du sous-sol malien. S'ils aident une minorité des minorités à prendre le contrôle de ces sols, au détriment de nos peuples, ils peuvent les exploiter à leur guise. Et vu que cette minorité des minorités ne peut pas seule faire ça, il faut qu'ils créent des tensions ethniques entre Peul, Songhai, Dogon et autres, pour que la majorité, la vraie majorité de cette zone-là, et Imgad et autres, pour que la vraie majorité de cette zone se rentre dedans, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. C'est pour ça que je vous demande chaque fois de traduire ce genre de messages dans vos langues, pour que les uns et les autres puissent comprendre les enjeux. Je l'ai répété à plusieurs reprises, et même, voilà, ils l'ont dit. Je l'ai dit que quand ils vous envoient même pour déguerpir vos villages, là, vous devez savoir ce qu'ils veulent. Des gens qui s'asseyent là-bas, qui disent qu'ils soutiennent la Palestine et qui vous appellent à soutenir la Palestine, qui, à côté, sous nos pieds, voient en Mauritanie des Noirs brimés, esclavagés, mutilés, humiliés, jour et nuit, et qui ne disent même pas un mot sur ça. Alors que ce sont des Noirs aussi qui se sont islamisés. Ils le font ni au nom de l'islam, ni au nom de la race noire. Ils ne les défendent pas. Mais ces mêmes gens veulent vous convaincre de vous mêler de ce qui se passe en Palestine, de soutenir une cause palestinienne. Pendant que l'Algérie qui dit que si l'Égypte accepte d'ouvrir ses frontières, lui va amener, elle va amener des soldats pour soutenir la Palestine. Abrite des terroristes qui tuent d'autres musulmans à ses frontières, juste au Mali. Des mêmes qui sont la minorité d'une minorité, qui en complicité avec la France a occupé Kidal, a organisé toutes sortes de guerres, massacré des populations, divisé les communautés. Et vous pensez que quoi? C'est quoi notre rôle dans ça? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Sinon nous serons humiliés par l'histoire. C'est mon cadeau d'anniversaire pour vous aujourd'hui. Je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Portez-vous bien. Je vous souhaite encore un excellent lundi.